Chapitre 30. Sur parole. Je fus réveillé, ou plutôt nous fûmes tous réveillés, car je vis la sentinelle qui s'était affaissée contre un jambage de la porte se redresser en sursaut, par une voix vibrante et cordiale qui venait de la lisière du bois. « Oh, du blocos! Oh !» criait-on. « Voici le docteur !» C'était lui-même qui nous hélait. Ma joie de l'entendre n'était pas sans mélange. Au souvenir de mon escapade, à la pensée du danger où elle m'avait jeté, je rougissais de confusion et n'osais affronter la vue du nouvel arrivant. Il avait dû se lever dans le noir, car il faisait à peine jour. Courant à une meurtrière, je l'aperçus debout, comme cette autre fois Silver, et baigné jusqu'à mi-jambe dans un brouillard stagnant. « Vous, docteur ?»« Bien le bonjour, monsieur !» s'écria Silver, déjà réveillé complètement et rayonnant d'affabilité. Ça peut s'appeler être actif et matinal, mais c'est l'oiseau matinal, comme on dit, qui attrape les bons morceaux. Georges, secoue tes guiboles, mon gars, et aide le docteur Livesey à franchir le plat-bord du bâtiment. Tout va bien, vos patients aussi, tous gais et en bonne voie. Il bavardait ainsi, debout au haut du monticule, la béquille sous l'aisselle et une main sur la paroi de la maison de Ronda. Tout à fait l'ancien John pour le ton, l'allure et la mine. « Et puis, nous avons une vraie surprise pour vous, monsieur, continua-t-il. Nous avons ici un petit visiteur, un nouveau pensionnaire, monsieur, et il a l'air bien portant et dispo à souhait. Il a dormi comme un subrécargue, à vrai, tout à côté de John. Nous sommes restés bord à bord toute la nuit. » Le docteur Livesey était alors en deçà de la palissade et assez près du coq. Il demanda d'une voix altérée. « Ce n'est pas Jim ?»« Si fait, répliqua Silver, c'est Jim, et plus lui-même que jamais. » Le docteur s'arrêta court, mais sans mot dire. Il resta plusieurs secondes comme paralysé. « Bien, bien, dit-il enfin. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite, comme vous diriez vous-même, Silver. Occupons-nous de nos patients. » Un instant plus tard, il pénétrait dans le blocos et m'adressant un signe de tête contraint, il se mit à l'œuvre auprès des malades. Il ne montrait aucune appréhension, bien qu'il dût savoir que sa vie, au milieu de ces traîtres démons, ne tenait qu'à un fil. Il interpellait ses patients comme s'il eût fait une simple visite professionnelle dans un paisible intérieur d'Angleterre. Son attitude, je suppose, réagissait sur les hommes. Il se comportait avec lui comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il était toujours le médecin du navire, et eux des marins de l'avant, fidèles à leur devoir. « Vous allez mieux, mon ami, dit-il à l'individu à la tête bandée. Si jamais quelqu'un l'a échappé belle, c'est bien vous. Il faut que vous ayez le crâne dur comme du fer. Et vous, Georges, comment ça marche-t-il ? Évidemment, vous êtes d'une jolie couleur, mais votre foie, mon brave, est mal arrangé. Avez-vous pris cette médecine ? A-t-il pris sa médecine, les hommes ? Si, monsieur, il l'a prise, affirma Morgan. Parce que, voyez-vous, depuis que je suis docteur de mutin, ou pour mieux dire, médecin de prison, continua le docteur Livesey sur son ton le plus doux, je me fais un point d'honneur à ne pas perdre un seul homme pour le roi Georges, que Dieu bénisse, et pour la potence. Les bandits s'entre-regardèrent, mais encaissèrent ce coup droit en silence. L'un d'eux prononça « Dick ne se sent pas bien, monsieur. »« Est-ce vrai ?» répliqua le docteur. « Allons, venez ici, Dick, et faites voir votre langue. Certes, je serais étonné s'il se portait bien, il a la langue à faire peur aux Français. Un nouveau cas de fièvre. »« Là, tiens, fit Morgan, voilà ce que c'est d'abîmer des bibles. »« Voilà ce que c'est, comme vous dites, d'être des ânes fiefés, répliqua le docteur, et de n'avoir pas assez de jugeote pour distinguer le bon air du poison et la terre ferme d'un vil et pestilentiel bourbier. Il me paraît fort probable, mais ce n'est bien entendu qu'une opinion, que ce serait le diable pour extirper cette malaria de vos organismes. Aussi, allez camper dans une fondrière. Silver, cela m'étonne de vous. Tout compte fait, vous n'êtes pas des plus sots, mais vous semblez n'avoir pas la plus rudimentaire des notions d'hygiène. » Après les avoir médicamentés à la ronde, et il suivait les prescriptions avec une docilité bien amusante, plus digne d'écolier que de pirate, il conclut. « Eh bien, voilà qui est fait pour aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir un entretien avec ce garçon. » Il fit dans ma direction un signe de tête négligent. Georges Méry était à la porte où il crachait le mauvais goût de quelque médecine. À peine le docteur eut-il émis sa requête qu'il se tourna tout rouge et lança un « Non !» accompagné d'un juron. Silver frappa le tonnelet du plat de la main. « Silence !» rugit-il, et il promena autour de lui un vrai regard de lion. « Docteur, continua-t-il de son ton habituel, connaissant votre faible pour ce garçon, j'y ai pensé. Nous sommes tout humblement reconnaissants de votre bonté, et, comme vous voyez, nous avons confiance en vous et nous avalons vos produits, comme si c'était du grog. Je crois que j'ai trouvé un moyen satisfaisant pour tous. Hawkins, veux-tu me donner ta parole de jeune gentilhomme, car tu l'es, en dépit de ton humble naissance, ta parole de ne pas filer ton nœud. » Je fis aussitôt la promesse exigée. «
Alors, docteur, reprit Silver, vous allez sortir du retranchement. Une fois dehors, je vous amène le jeune homme, tout contre les pieux, mais en dedans. M'est avis que vous pourrez causer par les interstices. Je vous souhaite le bonjour, monsieur. Tous nos respects. Tous nos respects à monsieur le chevalier et au capitaine Smollett. Les récriminations unanimes que contenaient seuls les regards menaçants de Silver éclatèrent aussitôt que le docteur eut quitté la maison. Silver fut carrément accusé de jouer le double jeu, d'essayer de conclure sa paix, séparer, de sacrifier les intérêts de ses complices et victimes. On l'accusa, en un mot, exactement de ce qu'il faisait. Sa trahison, dans le cas actuel, me parut si évidente et je me demandais comment il allait détourner leur colère. Mais cet homme valait à lui seul 2 fois tous les autres réunis, et sa victoire de la nuit précédente lui avait rendu à leurs yeux un nouveau prestige. Il les traita de sots, de butors, jusqu'à plus soif, leur dit qu'il était indispensable de me laisser causer avec le docteur, leur brandit la carte sous le nez, leur demanda s'ils allaient rompre le traité le jour même de partir à la chasse au trésor. « Non, crétonnaire, lança-t-il, c'est nous qui déchirerons le traité quand le moment sera venu. Jusque-là, je veux flouer ce docteur, et quand je devrais lui graisser les bottes avec du cognac. » Il ordonna ensuite d'allumer le feu, se mit en marche, appuyé sur sa béquille et d'une main sur mon épaule. Il laissait les mutins en désarroi, réduits au silence, par sa volubilité plutôt que convaincu. « Doucement, petit, doucement, fit-il. Il nous sauterait dessus en un clin d'œil s'il nous voyait nous hâter. » Très posément, donc, nous nous dirigeâmes sur le sable vers l'endroit de la palanque où le docteur nous attendait de l'autre côté. Dès que nous fûmes à bonne distance pour nous entretenir, Silver s'arrêta. « Vous prendrez note de ceci également, docteur. De plus, le jeune homme vous dira comment je lui ai sauvé la vie, et comment j'ai été déposé pour cela, docteur. Quand un homme gouverne aussi près du vent que moi, quand il joue à pile ou face, pour ainsi dire, le dernier souffle de son corps, vous ne croirez pas trop bien faire peut-être de lui dire une parole amicale. Vous voudrez bien vous souvenir que ce n'est plus seulement ma vie, mais celle de ce garçon qui est en jeu à présent. Et vous allez me parler gentiment, docteur, et me donner un peu d'espoir, pour continuer. Par pitié. » Une fois là, dehors, le dos tourné à ses amis et au blocos, Silver était un homme tout nouveau. Ses joues semblaient creuses, sa voix tremblait. Il parlait avec un sérieux absolu. « Voyons, John, vous n'avez pas peur ?» lui demanda le docteur Livesey. « Docteur, je ne suis pas lâche, non certes, pas même pour ça, et il claque des doigts. D'ailleurs, si je l'étais, je n'en parlerais pas. Mais je dois reconnaître que je frissonne à l'idée de la potence. Vous êtes un homme sage, en vrai. Je n'ai jamais vu plus sage. Vous n'oublierez pas ce que j'ai fait de bien, pas plus que vous n'oublierez le mal. Et je me retire, comme vous voyez. Je vous laisse en tête-à-tête avec Jim. Et vous témoignerez de cela aussi en ma faveur, car c'est allé loin, certes. » À ces mots, il se recula de quelques pas, de façon à ne plus nous entendre, et s'asseyant sur une souche, il se mit à siffler. Il se retournait de temps à autre sur son siège, de façon à nous surveiller, le docteur et moi, alternativement, avec ces ingouvernables forbans qui faisaient la navette sur le sable entre le feu, qu'ils occupaient à rallumer, et la maison d'où ils rapportaient du lard et des biscuits pour déjeuner. « Ainsi, Jim, me dit tristement le docteur, vous voilà ici. Le vin que vous avez tiré, il faut le boire, mon garçon. Dieu sait que je n'ai pas le cœur de vous faire des reproches, mais que cela vous plaise ou non, je vous ferai remarquer ceci. Quand le capitaine Smollett était bien portant, vous n'avez pas osé partir, et vous avez attendu qu'il soit malade, dans l'impossibilité de vous en empêcher. Parbleu, c'est absolument lâche. » J'avoue, je me mis à pleurer. « Docteur, dis-je, épargnez-moi, je me suis assez fait de reproches. Ma vie est désormais condamnée, je serais mort déjà si Silver n'avait pris mon parti. Croyez-moi, docteur, je saurais mourir. Et je reconnais que je le mérite, mais je crains la torture. S'ils en viennent à me torturer... » « Jim, interrompit-il, d'un ton tout différent. « Jim, je ne veux pas de ça. Sautez la palissade, filons. »« Docteur, j'ai donné ma parole. »« Je sais, mais tant pis, je prends tout sur mon dos, sans hésiter. Honte et blâme, mon garçon. Mais que vous restiez ici, non, sautez. D'un mot, vous êtes dehors, et nous filerons comme des zèbres. »« Non, repris-je. Vous savez très bien que vous ne le feriez pas vous-même. Ni vous, ni monsieur le chevalier, ni le capitaine. Et je ne le ferai pas non plus. Silver a confiance en moi, j'ai donné ma parole, je reste. Mais docteur, vous ne m'avez pas laissé achever. S'ils en viennent à me torturer, je pourrais laisser échapper à un mot et révéler où se trouve le navire. Car j'ai pris le navire. Tant par hasard que par audace, il se trouve dans la baie du Nord, sur le rivage sud, presque au niveau de la haute mer, à mi-marée. Il doit être sec. « Le navire » s'écria le docteur. Je lui exposai brièvement mes aventures et il m'écouta en silence. « Il y a comme un sort dans tout cela, me déclara-t-il quand j'eus fini. À chaque pas, c'est vous qui nous sauvez la vie. Croyez-vous donc, par hasard, que nous allons vous laisser périr ? Ce serait là une piètre récompense, mon garçon. Vous avez découvert le complot, vous avez trouvé Ben Gunn, le meilleur coup que vous fîtes jamais, ou que vous ferez, dussiez-vous vivre 100 ans. Oh, par Jupiter, à propos de Ben Gunn, vrai, ceci est le comble du malheur. Silver, appela-t-il, Silver, venez que je vous donne un avis. Et quand le coq se fut approché, il continua. Pour ce trésor, ne vous hâtez pas trop. Ma foi, monsieur, je ferais volontiers traîner les choses.
Mais je ne puis, sauf votre espèce, sauver ma vie et celle du garçon qu'en cherchant le trésor, je vous le garantis. Et bien, Silver, puisqu'il en est ainsi, j'irai plus loin. Veillez au grain, lorsque vous le trouverez. Monsieur, entre nous soit dit, vous en dites trop ou pas assez. Quel est votre but en abandonnant le blocos? Et pourquoi me donnez-vous cette carte? Je n'en sais rien, moi, hein. Et pourtant, j'ai fait votre volonté, les yeux fermés, sans entendre un mot d'espoir. Mais ceci, non, c'est trop. Si vous ne voulez pas vous expliquer nettement ce que signifie, avouez-le. Je lâche la barre. Non, fit pensivement le docteur. Je n'ai pas le droit d'en dire plus, ce n'est pas mon secret. Silver, voyez-vous, sinon je vous donne ma parole que je vous l'expliquerai, mais avec vous, j'irai aussi loin que je le puis, et même au-delà, car ma perruque va en entendre du capitaine si je ne me trompe. Et premièrement, je veux vous donner un peu d'espoir, Silver. Si vous et moi nous sortons vivants de ce piège à loup, je ferai de mon mieux pour vous sauver. Faux témoignage à part. Silver rayonnait, il s'écria. Vous ne pourriez mieux parler, j'en suis sûr, monsieur. Fussiez-vous ma mère. Voilà donc ma première concession, reprit le docteur. Ma seconde est un avis. Gardez bien le petit auprès de vous, et quand vous aurez besoin de secours, aidez. Je m'en vais de ce pas vous le chercher, et cela même vous montre que je ne parle pas en l'air. Au revoir. Et le docteur Livesey me serra les mains à travers la palissade, adressa un signe de tête à Silver, et d'un pas rapide, s'enfonça dans le bois. Chapitre 31. La chasse au trésor. Hop. J'ai oublié de changer le titre. La chasse au trésor. L'indicateur de Flint. Jim, me dit Silver quand nous fûmes seuls, si je t'ai sauvé la vie, tu viens de me rendre l'appareil, je ne l'oublierai pas. J'ai vu le docteur te faire signe de filer, je l'ai vu du coin de l'œil. Et je t'ai vu dire non aussi net que si je l'entendais. Jim, un bon point pour toi. C'est mon premier rayon d'espoir depuis l'attaque manquée. C'est à toi que je le dois. Et maintenant, Jim, cette chasse au trésor, nous allons nous y mettre, avec des instructions cachetées, pour ainsi dire, et je n'aime pas ça. Il nous faudra, toi et moi, bien tenir ensemble, quasi dos à dos, afin de sauver nos têtes en dépit des hasards et du sort. À cet instant, un homme nous appela auprès du feu, car le déjeuner était prêt. Nous allâmes nous asseoir sur le sable, devant un repas composé de biscuits et de lard frit. Ils avaient allumé un feu à rôtir un bœuf, et ce feu était devenu si ardent qu'on ne pouvait plus l'approcher que du côté du vent, non sans précaution. Dans le même esprit de gaspillage, ils avaient cuit, je pense, 3 fois plus de nourriture que nous ne pouvions en absorber. L'un d'eux, avec un rire stupide, jetait les restes dans le brasier, qui sous cet aliment insolite flamboyait et ronronnait de plus belle. Je n'ai jamais vu être plus insoucieux du lendemain. La seule expression « au jour le jour » peut qualifier leur manière de vivre, tant par la nourriture gâchée que par les sentinelles endormies. Bien qu'ils fussent assez hardis pour une brève escarmouche, je pouvais constater leur entière inaptitude à la moindre apparence de campagne prolongée. Même Silver, qui dévorait avec Capitaine Flint perché sur son épaule, n'eut pas un mot de reproche pour leur insouciance. Cela m'étonnait, d'autant plus qu'ils venaient de se montrer plus habiles que jamais. « Ah, oui, les gars, disait-il, vous avez de la veine que Cochon Rôti soit là pour réfléchir à votre place avec cette caboche que voilà. J'ai obtenu ce que je voulais, moi. Évidemment, ils ont le navire. Où il est, je ne le sais pas encore, mais une fois que nous aurons pigé le trésor, il faudra nous grouiller pour le retrouver. Et alors, les gars, puisque nous avons les canaux, nous aurons l'avantage. » Il discourait ainsi, la bouche pleine de lard brûlant, et par ce moyen, il leur rendait espoir et confiance, et à la fois, je le soupçonne fort, il restaurait en lui ces mêmes sentiments. Quant à l'otage, continua-t-il, c'est là son dernier entretien avec ceux qu'il aime tant. J'ai obtenu ma part de nouvelles, ce dont je lui rends grâce, mais c'en est fini, terminé. Je le tiendrai en laisse pour aller à la chasse au trésor, car nous le garderons comme s'il était en or, pour le cas d'accident noté. Et en attendant mieux. Une fois que nous aurons à la fois le navire et le trésor, et que nous serons repartis en mer, comme de gais compagnons, oh, alors nous causerons avec M. Hawkins. Nous. Et nous lui réglerons son compte, bien sûr, pour toutes ses gentillesses. Rien d'étonnant si les hommes étaient à présent de bonne humeur. Pour ma part, j'étais horriblement abattu. Si le plan qu'il venait d'esquisser devenait réalisable, Silver, déjà doublement traître, n'hésiterait pas à l'adopter. Il avait encore un pied dans chaque camp, et il n'y avait pas de doute qu'il ne préférât le parti des pirates, avec la richesse et la liberté, au nôtre, où il n'avait rien à attendre de plus que simplement d'échapper à la corde. Même si la force des choses l'obligeait à tenir sa parole envers le docteur Livesey, même alors, dis-je, quel danger nous attendait. Quel moment ce serait, lorsque les soupçons de ses partisans se changeraient en certitude, que lui et moi nous aurions à défendre nos vies, lui un estropié, moi un enfant, contre 5 matelots robustes et alertes. Qu'on ajoute à cette double crainte le mystère qui enveloppait encore la conduite de mes amis, leur abandon inexpliqué de la palanque, l'inexplicable remise de la carte, avec, plus incompréhensible encore, le dernier avertissement du docteur Livesey à Silver. Veillez au grain quand vous le trouverez.
Et l'on concevra aisément que je déjeunais sans goût, que je me mis en marche avec un serrement de cœur derrière mes geôliers et partis à la conquête du trésor. Nous devions offrir un curieux spectacle. Tous en sales habits de marin, tous sauf moi, armés jusqu'aux dents. Silver portait 2 fusils en bandoulière, un devant, un derrière, outre un grand coutelas à la ceinture et un pistolet dans chaque poche de son habit à pans carrés. Pour compléter ce singulier équipage, Capitaine Flint se tenait, penché sur son épaule, et cactait des brides incohérentes de propos maritimes. Une laisse à la ceinture, je suivais docilement le coq, qui tenait l'autre bout, tantôt de sa main libre, tantôt d'entre ses dents puissantes. J'étais mené littéralement comme un ours apprivoisé. Les autres personnages étaient diversement chargés. Les uns portaient des pioches et des pelles qu'ils avaient amenées à terre de l'Hispaniola comme objets de toute première nécessité, les autres du lard, du biscuit, de l'eau de vie pour le repas de midi. Toutes ces provisions, je le remarquais, provenaient de notre réserve, et je pus constater ainsi la réalité des paroles de Silver la nuit précédente. S'il n'avait pas conclu un marché avec le docteur, la disparition du navire les eût contraints, lui et ses mutins, à subsister d'eau claire et des produits de leur chasse. L'eau n'était guère à leur goût, un marin n'est pas souvent bon tireur, et au surplus étant si à court de vivres, il n'était apparemment guère mieux fourni en poudre. C'est en cet équipage et marchant à la file que nous nous mîmes tous en route, même l'individu à la tête fêlée, qui eût certes mieux fait de se tenir tranquille, et nous gagnâmes le rivage où nous attendaient les 2 yawls. Elles aussi témoignaient de la folle ivrognerie des pirates. L'une avait un banc rompu, toutes les autres étaient boueuses, non écopées. Nous devions les emmener l'une et l'autre pour plus de sûreté. Ayant donc réparti notre effectif entre elles, nous avançâmes sur la transparence du mouillage. Tout en rampant, on discutait au sujet de la carte. La croix rouge était bien entendu trop grande pour pouvoir servir de repère, et les termes de la note figurant au verso refermaient, on va le voir, une certaine ambiguïté. Comme le lecteur s'en souvient peut-être, elle était ainsi conçue. Grand arbre, contrefort de la longue vue, point de direction nord-nord-est, quart nord, île du squelette est-sud-est, quart nord, 10 pieds. Ainsi donc, un grand arbre constituait le principal repère. Or, tout droit devant nous, le mouillage était dominé par un plateau de 200 ou 300 pieds d'élévation qui, vers le nord, se raccordait par une pente au contrefort méridional de la longue vue et aboutissait vers le sud aux abruptes falaises formant l'éminence dite du mât d'Artimon. Sur le plateau croissaient des foules de pins de hauteurs diverses. Par endroits, quelques pins d'une espèce particulière se dressaient isolément, à 40 ou 50 pieds au-dessus de leurs voisins, mais pour déterminer lequel de ceux-ci était bien le grand arbre du capitaine Flint, il fallait se trouver sur les lieux, consulter la boussole. Malgré cela, les embarcations n'étaient pas arrivées à moitié route que chacun de ceux qui les montaient avait son favori. Le seul Long John haussait les épaules et leur conseillait d'attendre qu'on fût là-haut. On nageait mollement, par ordre de Silver, qui craignait de fatiguer les hommes trop tôt, et après une forte traversée, on aborda à l'embouchure de la seconde rivière, celle qui dévale de la longue vue par une ravine boisée. Ce fut de là qu'en appuyant sur la gauche, nous entreprîmes l'ascension de la pente qui menait au plateau. Tout d'abord, le terrain fut gras et fangeux, et le fouillis des herbes marécageuses entravèrent fortement nos progrès, mais peu à peu la montagne devint plus abrupte et offrit à notre marche un sol rocailleux, tandis que le bois, changé de caractère, nous offrait plus d'espace libre. C'était en vérité un coin de l'île des plus plaisants que celui dont nous pénétrions. Un genêt, au parfum entêtant et divers arbustes en fleurs, y remplaçait le gazon. Parmi les verts bouquets de muscadiers, les pins mettaient çà et là leurs fûts rougeâtres et leurs vastes ombrages. Le relent épicé des premiers se combinait à l'odeur aromatique des seconds. L'air d'ailleurs était vif, frais, ce qui sous les raies d'un soleil vertical nous était d'un merveilleux réconfort. Avec des cris et des bonds, la troupe s'éparpilla en éventail, vers le centre et assez loin en arrière, Silver et moi suiviant les autres, moi tenu par la longe, lui labourant à grands harengs les cailloux roulants. De temps à autre même, je dus lui prêter mon aide pour l'empêcher de faire un faux pas et de redégringoler la pente. Nous parcourûmes de la sorte environ un demi-mille, et nous allions atteindre le niveau du plateau, lorsque l'individu le plus éloigné sur la gauche se mit à pousser des exclamations d'horreur, en hélant ses compagnons qui coururent à lui. « Ce n'est pas possible qu'il ait trouvé le trésor, nous cria le vieux Morgan qui arrivait de la droite, puisque le trésor est tout en haut. En effet, comme nous le découvrîmes une fois sur les lieux, il s'agissait de bien autre chose. Au pied d'un fort gros pin, et à demi caché par un buisson vert, qui avait même à demi soulevé plusieurs des petits os, un squelette humain gisait sur le sol, avec quelques lambeaux de vêtements. Un frisson glaça d'abord tous les cœurs. Plus hardi que les autres, George Mary s'avança pour examiner les restes de vêtements. « C'était un homme de mer, déclara-t-il. En tout cas, ceci est bel et bien du drap de marin. »
Bon, fit Silver, et il y a des chances. Tu ne t'attendais pas à trouver ici un évêque, je suppose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des eaux ainsi disposées? Ce n'est pas naturel. En effet, au second coup d'œil, on ne pouvait réellement croire que le corps fût dans une position naturelle. À part un léger désordre, sans doute dû aux oiseaux qui s'étaient nourris du cadavre ou à la lente croissance des plantes qui avaient peu à peu enseveli les restes, l'homme gisait en une position parfaitement rectiligne, les pieds orientés dans un sens, les bras allongés au-dessus de sa tête, comme ceux d'un plongeur dans l'autre. « Il me vient une idée dans ma vieille bête de caboche, fit observer Silver. Voici le compas, voilà le point culminant de l'îlot du squelette. Il a l'air d'une dent. Prenez donc le relèvement, voulez-vous, sur l'alignement de ses os. » On lui obéit. Le corps était orienté juste dans la direction de l'îlot, et le compas donnait bien est, sud-est, quart est. « J'en étais sûr, triompha le coq, ceci est un indicateur. Par là, tout droit, se trouve et notre étoile polaire, et la plus belle galette. Mais, crétonnerre, ça me fait froid dans le dos de penser à Flint, car c'est bien là une blague de lui, il n'y a pas d'erreur. Je le vois, ici, tout seul, avec les 6. Il les tue tous jusqu'au dernier, et celui-ci, il l'installe ici, orienté à la boussole. Mort de ma vie. C'est le squelette d'un homme grand et qui avait des cheveux roux. Eh, ça pourrait bien être Allardyce. Tu te souviens pas d'Allardyce, Tom Morgan? Si, répondit Morgan, je me souviens de lui. Il me devait des sous, et en débarquant, il a emporté mon couteau. En parlant de couteau, dit un autre, pourquoi ne trouvons-nous pas le sien à terre ici autour? Flint n'était pas un homme à vider les poches d'un marin, et les oiseaux, je suppose, ne l'ont pas emporté. Par tous les diables, voilà qui est vrai, fit Silver. Il ne reste absolument rien, fit Mary, qui tâtait toujours le sol aux environs des eaux. Pas plus un rouge liard qu'une tabatière. Ça ne me paraît pas naturel. Parbleu non, ça n'est pas naturel, renchérit Silver. Pas plus que ça n'est gentil, certes. Tonnerre de Dieu, les gars, si seulement Flint était là en vie, ça chaufferait pour vous et moi. Ils étaient 6, tout comme nous, et il ne reste d'eux que des os. Je l'ai vu mort, de mes 2 yeux, dit Morgan. Billy m'a fait entrer, il était là, couché, avec des pièces de 2 sous les yeux. Mort, oui. Bien sûr qu'il est mort et parti là-dessous, fit l'individu au bandage. Mais s'il y a des esprits qui reviennent, celui de Flint doit être du nombre. Car miséricorde, il a eu une vilaine mort, Flint. Pour ça, oui, affirma un autre. Tantôt il délirait, tantôt il hurlait pour avoir du rhum, ou bien il chantait « Nous étions 15 ». C'était son unique chanson, camarade. Je vous assure, je n'ai plus jamais beaucoup aimé l'entendre depuis. Comme il faisait une chaleur formidable, le vasistas s'était ouvert, j'entendais cette vieille chanson qui sortait nette et claire, tandis que la mort avait déjà le grappin sur lui. Allons, amarre ton histoire, interrompit Silver. Il est mort, il ne reviendra pas que je sache. En tout cas, il ne reviendra pas en plein jour, vous pouvez en être sûr. Il n'y a pas de bile à se faire. En avant, pour les doublons! Nous partîmes. Mais en dépit de l'ardent soleil et du jour éblouissant, les pirates cessèrent de courir à travers bois isolément et de se héler à plein poumon. Ils restaient côte à côte, parlaient à mi-voix. La terreur du flibustier mort s'était emparée de leur esprit. Chapitre 32. La chasse au trésor. La voix d'entre les arbres. Sous l'influence déprimante de cette crainte, aussi bien que pour laisser reposer Silver et le malade, toute la bande s'assit en arrivant en haut de la montée. Vu la légère inclinaison du plateau vers l'ouest, le point où nous étions arrivés dominait des 2 côtés une vaste étendue. Devant nous, par-delà les cimes des arbres, on découvrait le cap des bois, frangé d'écume. Derrière, s'étalait à nos pieds le mouillage et l'îlot du squelette, et l'on voyait aussi vers l'est, plus loin, que la langue de terre et la plaine orientale, un grand espace de mer libre. Au-dessus de nous se dressait la longue vue, tachetée de pins solitaires, striée de sombres crevasses. On n'entendait que le bruit lointain du ressac s'élevant de toutes parts, joint au bourdonnement de la brousse de myriades d'insectes. Pas un être humain, pas une voile en mer. L'immensité de la vue aggravait l'impression de solitude. Silver s'assit et releva au compas les diverses orientations. « Voilà, dit-il, 3 grands arbres, à peu près dans l'alignement de l'îlot du squelette. Contrefort de la longue vue désigne, je suppose, ce sommet inférieur, là. Désormais, ce n'est plus qu'un jeu d'enfant de trouver la marchandise. J'ai presque envie de dîner d'abord. » « Je ne suis pas pressée, murmura Morgan. Quand je pense à Flint, je me sens tout chose. »« Ah, pour ça, mon fils, dit Silver, tu peux remercier ta bonne étoile qu'il soit mort. » Il était laid comme un diable, cria un 3e pirate en frissonnant. Et puis, cette figure bleue. C'est le rhum qui l'a emporté, ajouta Mary. Bleu, oui, j'en conviens qu'il était bleu. C'est le vrai mot.
Depuis qu'ils avaient découvert le squelette, ils avaient laissé prendre cours à leurs pensées. Ils avaient parlé de plus en plus bas, si bien qu'ils finissaient par chuchoter presque et que le bruit de leur conversation troublait à peine le silence du bois. Tout à coup, venant des arbres situés en face de nous, une voix grêle, aiguë, tremblée, entonna l'air et les paroles familières. Nous étions 15 sur le coffre du mort, yo-ho, et une bouteille de rhum. Jamais je n'ai vu d'hommes plus affreusement émus que nos pirates. Leurs 6 visages se décolorèrent, comme par enchantement. Les uns bondirent sur leurs pieds, les autres se cramponnèrent à leurs voisins. Morgan se débattait sur le sol. « C'est Flint, de part !» cria Mary. Le chant s'arrêta, aussi brusquement qu'il avait débuté. On l'eût dit interrompu net, au milieu d'une note, comme si une main s'était posée sur la bouche du chanteur. Venant ainsi des lointains de l'atmosphère claire et ensoleillée, d'entre les verts feuillages, le son me semblait léger et mélodieux, et l'effet qu'il produisit sur mes compagnons ne m'en parut que plus étrange. « Allons, dit Silver, remuant péniblement les lèvres à couleur de cendre. « Allons, ça ne prend pas. Pas raviré, cette voix me fait un drôle d'effet. Je ne peux pas mettre un nom sur elle, mais c'est quelqu'un qui nous fait une blague. Quelqu'un en chair et en os, vous pouvez en être sûr. » Tout en parlant, il reprenait courage et son visage se recolorait. Déjà, les autres prêtaient l'oreille à son encouragement lorsque la même voix retentit de nouveau. Ce n'était plus un chant cette fois, mais un appel, faible et lointain, que répercutèrent encore plus faiblement les échos de la longue-vue. « Darby, McGray !» gémissait la voix, si le mot gémir peut s'appliquer à des cris. « Darby, McGray ! Darby, McGray !» répété à 10 reprises. Puis elle s'éleva un peu et lança dans un blasphème que je n'écris point. « Passe-moi le rhum, Darby !» Les forbans, les yeux hors de la tête, restèrent cloués au sol. La voix s'était tue depuis longtemps qu'ils regardaient toujours devant eux, muets, terrifiés. La question était réglée. Après ça, bégaya l'un. « Fichons le camp !» Ce sont là ses dernières paroles, soupira Morgan. Ses dernières paroles dans ce monde. Dick avait tiré sa Bible, priait avec ardeur, car Dick avait été bien élevé avant de naviguer et de rencontrer des mauvais compagnons. Mais Silver doutait encore. Je l'entendais claquer des dents, mais malgré cela, il ne se rendrait toujours pas. « Personne dans cette île ne sait rien de Darby, murmura-t-il. Personne en dehors de nous autres. » Et puis, faisant un grand effort. « Camarades, cria-t-il, je suis venu ici pour avoir cette marchandise, je ne reculerai pas devant homme ni diable. Flint vivant ne m'a jamais fait peur, et par tous les diables, je le braverai mort. À moins d'un quart de mille d'ici, il y a 700 000 livres enterrés. Quand donc un gentilhomme de fortune a-t-il jamais tourné la poupe à autant de galettes à cause d'un vieux pochard de marin à gueule bleue qui est mort avec ça ?» Mais nulle velléité de courage ne se manifestait chez ses partisans. Leur terreur, au contraire, semblait accrue par l'impiété de ses paroles. « Amarre ça, John, dit Mary, ne va pas offenser un esprit. » Les autres étaient trop épouvantés pour rien dire. Tous se seraient enfuis, chacun de son côté s'ils avaient osé, mais la peur les tenait rassemblés, serrés tous contre John, dont l'audace les soutenait. Quant à lui, il avait presque entièrement surmonté sa faiblesse. « Un esprit ! Enfin de soit, dit-il, mais il y a là-dedans quelque chose de pas clair pour moi. » Il y avait un écho. Or, personne n'a jamais vu un esprit avec une ombre. Eh bien donc, quel besoin aurait-elle d'un écho? Je voudrais bien le savoir. Ce n'est certes pas naturel. Je trouvais l'argument assez faible, mais on ne peut jamais savoir d'avance ce qui toucherait des gens superstitieux, et à ma grande surprise, George Merry en fut beaucoup soulagé. « Au fait, c'est juste, approuva-t-il. Tu as la tête sur les épaules, John, il n'y a pas d'erreur. Adieu, vatte, les gars. Ce matelot-là se trompe de bordée, je crois. En y réfléchissant, la voix ressemblait un peu à celle de Flint, je vous l'accorde, mais elle avait moins de largue, tout compte fait. On dirait plutôt la voix de quelqu'un d'autre. On dirait celle... De Ben Gunn, par tous les diables, rugit Silver. Oui, c'est ça, s'écria Morgan en relevant sur ses genoux. C'était Ben Gunn. Ça ne fait pas grande différence, trouvez-vous pas? Interrogea Dick. Ben Gunn, pas plus que Flint, n'est ici présent dans son corps. Mais les aînés des matelots accueillirent cette remarque avec dédain. Eh, personne ne craint Ben Gunn, cria Mary. Mort ou vivant, personne ne l'a jamais craint. Je n'en revenais pas de voir à quel point ils avaient repris du courage et combien leurs visages avaient retrouvé leur couleur naturelle. Bientôt, ils se remirent à bavarder entre eux tout en écoutant par intervalles, et un peu plus tard, n'entendant plus rien, ils rechargèrent les outils sur leurs épaules et se remirent en marche sous la conduite de Mary, qui portait le compas de Silver pour les maintenir dans l'alignement de l'îlot du squelette. Mary avait dit vrai. Mort ou vivant, personne ne craignait Ben Gunn. Dick seul tenait toujours sa Bible et tout en marchant lançait autour de lui des regards apeurés. Mais il n'éveillait aucune sympathie et Silver plaisanta même sur ses précautions. « Je te l'avais dit, railla-t-il, je te l'avais bien dit que tu avais gâché ta Bible. Si elle ne vaut plus rien pour jurer dessus, crois-tu qu'un esprit va en tenir compte? Pas ça. »
et il s'arrêta une seconde sur sa béquille, il fit claquer de gros doigts. Mais les encouragements n'avaient point de prise sur Dick, bien plus. Je ne tardais pas à voir que ce garçon tenait à peine debout. Sous l'influence de la chaleur, de la lassitude, de la crainte, la fièvre prédite par le docteur Livesey montait en lui, avec une indéniable rapidité. Le terrain dégagé rendait la marche facile. Sur ce sommet de notre chemin longeait un peu de flanc, car le plateau s'inclinait vers l'ouest, comme je l'ai déjà dit. Les pins, grands et petits, s'espaçaient largement, et même entre les bouquets de muscadiers d'azalées, de vastes clairières dénudées en torréfiées à l'ardeur du soleil. Comme nous coupions l'île en diagonale vers le quasi-nord-ouest, nous nous rapprochions toujours plus des contreforts de la Longue-Vue d'une part, et de l'autre nous découvrions toujours plus largement cette baie occidentale où le coracle m'avait naguère ballotté durant des heures d'angoisse. On atteignit le premier des grands arbres, mais la boussole montra que ce n'était pas le bon. De même pour le second. Le troisième s'élevait en l'air à peu près à 200 pieds au-dessus du bois taillis. Ce géant végétal avait un fût rouge aussi épais qu'une maisonnette. Il projetait une ombre assez spacieuse pour y faire manœuvrer une compagnie. On l'apercevait sur du large, aussi bien qu'à l'est qu'à l'ouest. Il aurait pu figurer comme amer sur la carte. Mais ce qui impressionnait mes compagnons, ce n'était pas sa taille, mais bien de savoir que 700 000 livres en or se trouvaient enterrés quelque part dans l'étendue de son ombre. La pensée de l'argent, à mesure qu'ils approchaient, résorbait leur terreur de naguère. Leurs yeux flamboyaient, leurs pas devenaient plus vifs, plus légers. Leur âme entière était captivée par cette richesse qui les attendait là et reprenait pour chacun d'eux toute une vie de plaisir et de débauche. Silver sautillait sur sa béquille avec des grognements, des narines dilatées frémissaient. Il sacrait comme un fou quand les mouches se posaient sur son visage luisant de sueur. Il secouait rageusement sa longe qui me reliait à lui et de temps à autre tournait vers moi des yeux où luisait un regard assassin. Il ne prenait certes plus la peine de me cacher ses pensées et je les lisais à livre ouvert. La proximité immédiate de l'or lui faisait oublier tout le reste. Sa promesse au docteur, comme l'avertissement de celui-ci, était déjà loin pour lui. Sans nul doute, il comptait bien s'emparer du trésor, retrouver l'Hispaniola, l'aborder à la faveur de la nuit, massacrer tout ce qu'elle renfermerait d'honnêtes gens et se remettre à la voile suivant ses intentions primitives, chargées de forfaits et de richesses. Ces craintes m'accablaient, j'avais peine à soutenir l'allure des chercheurs d'or. À tout moment, je trébuchais, et c'est dans ces occasions que Silver secouait si brutalement mon filin et me lançait des regards meurtriers. Dick, qui marchait maintenant à notre suite et formait l'arrière-garde, parlait tout seul, dans l'excitation de sa fièvre croissante, aimait les blasphèmes prières. Ma détresse s'en augmenta, et pour la couronner, mon imagination évoquait le drame qui s'était autrefois déroulé sur ce plateau, lorsque le flibustier, à la face bleue, cet impie, qui était mort à Savannah en chantant et en réclamant à boire, avait de sa propre main égorgé 6 complices. Je songeais aux hurlements qui avaient dû emplir alors ce bois, aujourd'hui si paisible. Je me figurais presque les entendre résonner encore. Nous arrivâmes à la lisière du taillis. « Hardi, les gars, tous ensemble !» criait Mary. Les plus avancés se mirent à courir. Il n'avait pas fait 10 toises que nous les vîmes soudain s'arrêter. Un cri de désappointement retentit. Silver redoubla de vitesse, piochant comme un possédé avec le bout de sa béquille. Un instant plus tard, lui et moi, nous nous arrêtions net également. Une large excavation s'ouvrait devant nous. Elle datait déjà, car ses parois s'éboulaient et de l'herbe avait cru au fond. Elle renfermait le manche d'une pioche cassée en deux et des planches éparses de plusieurs caisses. Sur l'une de ces planches, je lus, imprimé au fer chaud, le mot « Valrus », le navire de Flint. Tout était clair jusqu'à l'évidence. On avait découvert la cache, raflé le contenu. Les 700 000 livres s'en étaient allés. Chapitre 33.